Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver encore une fois sur les www.radio.dina.tg pour aborder la question des droits humains avec nos invités. Aujourd'hui, on parle de droits humains un peu partout. Quelle est la situation de ces droits humains au Togo? Également la situation en rapport avec les violences faites aux femmes et aux enfants. On en parle dans cette émission avec nos différentes invités. Je suis Edwige Pedo, mais d'abord, laissez-moi vous accueillir avec Grand Corps Malade qui chante Mesdames. Eh bien, elles se battent, elles ont besoin d'être glorifiées. Je parle des femmes et elles sont sur ce plateau pour parler des droits humains, encore une fois, parce qu'elles militent pour cette cause. Je suis aujourd'hui avec Yawa Gameti, elle est la directrice exécutive de l'ONG FIADI. Bonjour madame. Bonjour. Alors, comment vous allez? Et je vais très bien. Et à FIADI? À FIADI aussi, on se défend, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait à FIADI? Et d'abord, FIADI se définit Femmes, Initiatives et Actions pour un développement intégral. Donc, nos activités ont un zoom sur les droits de la femme d'une manière générale, mais nous intervenons également dans l'eau, l'assainissement, l'hygiène, les activités génératrices de revenus des femmes d'une manière générale pour promouvoir leur autonomisation économique. Nous travaillons également pour la protection des droits des enfants d'une manière générale. Qu'est-ce qui a milité pour la mise en place d'une telle organisation? D'abord, à l'origine, nous avons constaté que les femmes n'arrivent pas à s'exprimer, elles ne sont pas très visibles, malgré qu'elles aussi constituent un pilier du développement d'une manière générale, sans lequel on n'aura pas un développement holistique. Alors, nous nous sommes positionnés pour accompagner cette catégorie de personnes et en plus, nous avons constaté que les droits de la femme sans les droits des enfants, alors vous ne faites rien. Oui, voilà. Alors donc nous avons ajouté aussi les droits des enfants. Donc vous touchez les deux secteurs. Oui. Y compris le développement intégral, on va dire, tout ce qui concerne le développement du pays. Absolument. D'accord. Également sur ce plateau, Kankoupou Bati, elle est assistante au RESFECO. Je vais comprendre la définition tout à l'heure. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, parlez-nous de votre réseau. Ok, RESFECO se définit comme... RESFECO. RESFECO. D'accord. Oui, c'est défini comme réseau paix et sécurité pour la femme dans l'espace CEDEAO. D'accord, un réseau paix et sécurité pour la femme dans l'espace CEDEAO. Et donc, si on comprend bien, vous vous êtes positionné pour la paix, à travers la femme ou comment? Oui, à travers la femme. Et qu'est-ce que vous faites réellement? On milite pour la sécurité et la paix dans la sous-région et surtout dans les pays du Sahel. D'accord. Avec la sécurité actuelle dans les différents pays de la sous-région, est-ce qu'il y a des actions que votre réseau mène en ce sens? Oui. Il y a des activités que nous menons, puisque l'année passée, en décembre, dans le mois de octobre-décembre, on a mené une campagne sur toute l'étendue du territoire pour sensibiliser les gens sur la paix. Donc, on a sensibilisé tout le monde, y compris la société civile, en plus les FDS aussi. D'accord. Donc vous prenez en compte toutes les couches, même si vous misez beaucoup plus vos actions sur la femme. Pourquoi la femme doit-elle contribuer au développement, à la conservation de la paix et de la sécurité? En fait, là où il y a la guerre, moi je dirais que sans la femme, on ne peut pas trouver la paix, parce que c'est elle qui sait apporter des paroles douces, quel qu'en soit le feu. Elle peut dénouer la situation. Oui. Et c'est elle qui est la première victime aussi quand il y a des situations d'insécurité. Oui. Alors on revient, quand on parle de droits humains, c'est la sécurité, c'est la paix, c'est les droits de la femme, les droits de l'enfant. Aujourd'hui, si vous êtes sur ce plateau, c'est pour un sujet précis. Alors, Madame Gameti, dites-nous tout par rapport à cela. Qu'est-ce qui vous amène? Oui, comme je le disais tout à l'heure, nous
travaillons et la femme doit s'impliquer. Quand on dit la femme doit s'impliquer en matière de droit, on dit qu'on défend les droits de la femme. Ça veut dire que nous devons amener les femmes, mais aussi tout le monde à connaître les droits des femmes et des enfants. Et donc aujourd'hui, nous voulons partager avec les femmes, les enfants, mais aussi avec toutes les catégories de personnes et les droits de ces deux entités que je viens de citer, mais aussi les procédures de saisine. Comment si malgré tout, s'il y a violation ou s'il y a violence sur ces personnes-là, comment on peut procéder pour que chacun ait justice ou rentre dans ses droits. D'accord. Alors, si vous êtes ici, c'est grâce au groupe de réflexion et d'action femmes, démocratie et développement JF2D, où vous avez, on va dire, bénéficié d'un projet. Qu'est-ce qui a été fait réellement, madame? Bon, il y a des ateliers qui ont été faits sur tout l'étendue du territoire. Et c'est ça qui nous conduit ici. Quel est le projet? Est-ce qu'on peut avoir une idée du projet? Le projet parle de quoi? Oui, madame. Le titre du projet en lui-même dit, je cite, « Ensemble pour les droits des femmes, des personnes vulnérables et marginalisées par la vulgarisation des procédures de saisine des mécanismes internationaux des droits humains. » D'accord. Et c'est au cours de ce projet que vous avez été formé. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée des points qui ont été touchés lors des différentes formations? Oui, on a été formé sur les droits humains, les personnes marginalisées et vulnérables, les mécanismes et les saisines. D'accord. Madame, un ajout par rapport aux actions de ce projet? Oui, voilà, nous avons beaucoup harmonisé notre compréhension sur ce qu'on appelle personnes vulnérables, en fait. Les personnes vulnérables sont des personnes qui ont besoin d'une assistance, je veux dire. Et ça peut, on peut citer des exemples, ça peut être des personnes porteuses de handicap, ça peut être des enfants, les femmes âgées, et ça peut être des groupes minoritaires, etc., qui ont besoin d'une assistance. Donc, quand on parle de personnes vulnérables, ce sont des personnes qui ont besoin d'aide ou d'assistance. Et donc, on doit avoir une idée sur ces personnes-là pour apporter cette assistance à ces dernières. C'est ça? D'accord. Par rapport à ce projet, quels sont les objectifs visés? Les objectifs visés, c'est d'abord que nous connaissions d'abord nos droits, mais aussi surtout l'objectif le plus pointu, c'est que nous connaissions les procédures au niveau national, régional et international afin que nous puissions suivre tout le processus jusqu'au bout lorsqu'il y a violation et les saisines. Alors, madame, par rapport à ce projet, toujours, vous avez cité des ateliers. Est-ce que c'est seulement des ateliers qui ont été initiés sur ce projet? Non, ce n'est pas seulement des ateliers. Il y a des émissions radiophoniques et télévisées qu'on organise. La sensibilisation de masse. L'idée autour, c'est quoi? L'idée que vous recherchez autour de ce projet? Là, parler du fait qu'il faut maîtriser les mécanismes de saisine et tout. Mais au-delà de ça, quelle est l'idée principale autour? L'idée principale, c'est de sensibiliser les citoyens sur leurs droits surtout, quand elles sont violentées. Par exemple, je prends les femmes, des enfants, des personnes marginalisées et des personnes minoritaires. Est-ce qu'aujourd'hui, après ces différentes formations que vous avez reçues, puisqu'il y a d'autres organisations également qui font partie de ce projet-là, on peut dire que vous êtes aguerris et prête, quand on parle d'organisation, à défendre les droits humains? Je vais commencer par Madame Bati. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes prête aujourd'hui? Vous avez les outils nécessaires? Si. Parce que, avec la formation, vraiment, on a eu des éléments. Par exemple, si une personne est violentée, les procédures qu'on doit prendre pour pouvoir protéger cette personne-là.
et à quel niveau ou bien à quelle organisation nous devons nous adresser pour pouvoir prévenir ou bien protéger la personne. On va dire le processus. Alors, est-ce que vous êtes aguerrie aujourd'hui? Elle dit oui. De votre côté? Oui, franchement, je peux dire que dans le temps avant, puisque nous étions beaucoup d'organisations à être formées, et je peux dire qu'avant, c'est vrai que nous nous sommes engagés dans la défense des droits de la femme et des enfants. Mais nous pouvons dire, est-ce qu'on va dire qu'on a peur? Non, on n'a pas forcément peur, mais je crois qu'il y a des mécanismes. Il y a un peu de frein. Maintenant, dans la formation, on a eu le contact avec les praticiens de droit. Il y a par exemple des gens de la CNDH qui sont venus nous parler de la CNDH. Comment on peut accéder à la CNDH et à quoi on doit s'attendre si on approche la CNDH. On nous a dit également qu'on peut toucher les cours la justice régionale. Régionale aussi, et que nous avons le droit d'aller un peu plus loin. Et donc, je me dis que ça a contribué à démystifier un peu les niveaux supérieurs dans la procédure de saisie. On va dire que quand vous avez commencé vos luttes, c'est que vous vous arrêtez au plan national. Oui. Aujourd'hui, vous avez les mécanismes même à l'international pour pouvoir saisir les institutions pour aider à la protection des droits humains. Oui, c'est ça. Alors, quand on parle de droits humains, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, Madame Bati? Ok, bon, les droits humains, bon, ça se définit sous plusieurs critères. Par exemple, je dirais ici que les droits humains, se définissent par... Oui, madame, Madame Gameti, est-ce que vous pouvez l'accompagner par rapport à la notion des droits humains? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, quand on parle de droits humains, et généralement, on le pose au devoir. Le devoir, c'est par rapport à soi-même. C'est ce que je dois faire ou les autres peuvent attendre de moi. En matière de droit, quand on est là, c'est beaucoup plus l'attente par rapport à ce que les autres doivent nous faire. Et chaque être humain naît avec des droits incontestables. Et les États aussi ont pris position pour reconnaître ces droits-là à tous les citoyens. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les droits sont respectés dans nos États? Et je peux dire que les États, je connais beaucoup plus le Togo, le Togo fait beaucoup d'efforts et en ratifiant plusieurs conventions, protocoles et tout ça là, pour faire respecter tant soit peu les droits humains. Mais quand bien même il y a cette avancée, la volonté politique, on constate quand même que dans le domaine où moi j'interviens, où on parle de femmes et d'enfants, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. D'accord. Par rapport à ces droits, elle parle de défis à relever encore. Quels sont ces points-là que vous avez constatés dans votre secteur? Oui, bon, moi je dirais que, bon, par exemple, dans nos secteurs, bon, les gens ne sont pas tellement sensibilisés sur leurs droits, ce qui fait que, bon, des fois quand ils sont marginalisés, ils sont violentés, ils ne savent pas comment faire pour avancer, pour pouvoir revendiquer leurs droits. Donc, est-ce un problème de vulgarisation de ces textes adoptés par le Togo? Parce que quand vous dites que les gens ne maîtrisent pas, les citoyens ne maîtrisent pas trop comment se prendre quand leurs droits sont violentés, est-ce une question de manque de vulgarisation des textes adoptés? Bon, on peut dire oui et non. À la base, il y a ce que notre culture, nos sociétés nous ont inculqué. Vous serez surprise de voir le degré d'acceptation, par exemple, de violence domestique. C'est-à-dire, on se dit c'est banal. Que c'est banal, c'est normal. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce que c'est pas suffisamment vulgarisé, mais c'est parce que nous-mêmes, on est assis, on nage dans on s'y plaît, voilà.
Et c'est pour ça qu'il faut continuer par vulgariser, par apporter l'information à tout le monde pour qu'on sache que définitivement là, ça, ce n'est pas bon. D'accord. Par rapport à ces tests, est-ce que vous avez fait le même constat que les citoyens n'ont pas réellement l'information? Oui. Par exemple, si on va dans des sociétés, vous allez voir une femme qui est marginalisée, mais elle ne peut pas se lever d'un jour à l'autre pour dire qu'elle va se défendre. Par exemple, une femme qui est battue ou bien qui est maltraitée dans son ménage, se dit qu'elle ne va pas porter plainte parce que si elle portait plainte, on va dire qu'elle s'est portée. Elle porte préjudice à son mari et tout. Donc, avec ces formations, les femmes sont aguerries pour aller au moins se porter plainte. Pour se défendre, elles ont les éléments nécessaires pour se protéger. On a vu des femmes mourir comme ça, petit à petit, parce qu'elles ne pouvaient pas. Elle ne savait pas à qui se confier. Parce qu'une femme qui se relève comme ça pour dire que je vais me défendre dans nos sociétés, on dit que c'est une femme rebelle, c'est une femme mal éduquée. Mais vraiment, c'est ses droits. Elle a le droit de se défendre. Justement, parlant de cela, on sait que ça revient toujours aujourd'hui avec vos luttes. On dit les femmes qui disent droits humains, droits de la femme, droits de la jeune fille, droits de l'enfant. C'est que vous êtes des femmes rebelles, des femmes... comment on dit? Il y a beaucoup de caricatures. Comment vous faites pour vous en sortir, pour vous faire comprendre et pour faire comprendre cette cause-là à la société? C'est vrai que est-ce qu'on peut parler entre griffes de étiqueté. On va dire que on est étiqueté. Mais plus les femmes se lèvent, plus l'étiquette va disparaître parce que ça va devenir normal qu'on applique le droit. C'est pour ça que nous exhortons les unes et les autres. Quand je dis les unes et les autres, il y a aussi les hommes qui aident à défendre les droits de la femme on parle des he for she aujourd'hui. Oui, he for she, et qui nous accompagnent, mais plus, et on voudrait que cet éventail s'élargisse afin que on soit dans la normalité, pas que la normalité soit le droit des femmes et des enfants, et non le contraire, pour que nous soyons étiquetés. Et quel est le regard que vous portez sur les droits humains en général au Togo? Au Togo, moi, je vois que on est en train de faire un grand pas du moment où aujourd'hui, la femme peut se lever, aller et se plaindre. La femme peut se lever, dire non, ça je ne veux pas, c'est ça que je veux. La femme a le droit de lever la voix lorsqu'elle voit ses droits bafoués. La femme a le droit de prendre la décision. Vraiment, je vois que c'est un grand pas en avant. Est-ce que vous avez fait le même constat, qu'il y a des avancées? Que quand nous nous levons, on constate que plusieurs niveaux d'acteurs sont engagés dans la lutte. On voit les victimes petitement qu'on est obligé d'accompagner, mais on a les acteurs de la société civile. Mais quand vous allez au niveau des forces de sécurité, eux aussi sont engagés, mobilisés pour la cause. Vous allez aux praticiens de droit, je veux parler de la justice et autres. Quand vous arrivez avec un cas, vous voyez que les gens sont mobilisés. Donc il y a quand même une avancée notable par rapport au droit. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a franchement... Il y a des points à revoir. Quels sont ces points selon vous? Moi, je travaille vraiment à la base dans les communautés rurales, par exemple. Il faut apporter plus d'informations dans les communautés rurales et il faut également faire... est-ce que c'est décentralisé? Je ne crois pas. Le pouvoir, la sécurité et autres, là, il faut les rapprocher. Il faut décentraliser les choses. Il faut rapprocher les institutions aux populations. À la base. À la base, d'accord. Pour faciliter quand quelqu'un... Le travail de saisine, de défense. Parce que les gens ne sont pas très... La procédure est parfois très longue et presque
coûteuse pour ça, les gens qui veulent. On se démotive et puis on s'arrête en route. Voilà. D'accord. Alors, donc, par rapport à cette question, elle est sur l'aspect femmes et enfants. Et vous, c'est la paix et la sécurité. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a des choses à revoir dans ce processus de sécurisation de nos États et tout, et dans la vulgarisation, bien de la promotion de la paix? Ben oui. Je vois que de ce côté, on doit commencer la sensibilisation à la base. Parce que la paix dans un pays commence dans la famille. C'est dans la famille qu'on doit commencer la paix, et dans la communauté, et à travers cela, ça répand dans le pays. Donc, on doit sensibiliser et vraiment, on doit chercher à au moins créer des activités qui doivent occuper des jeunes qui sont là, qui n'ont pas de quoi faire. Parce que c'est ça qui amène des jeunes à ce que quand on leur propose, par exemple... à rentrer dans les groupes terroristes et tout ça, ils s'engagent très facilement. Parce que ces personnes-là, si elles sont occupées, je ne suis pas sûre qu'on peut facilement les enrôler dans ces groupes terroristes. D'accord. Oui, en fait, FIADI intervient également, collabore avec WANEP Togo dans le domaine des droits, de la paix également. Et la paix et la lutte contre les violences basées sur le genre, ça a une connexion. Quand on lutte contre les violences, on promeut la paix également. Et là, nous pouvons dire à la base que nous sommes dans des cadres et on fait la promotion des dialogues, des discussions à la base. Ça peut être intergénérationnel, mais aussi entre des acteurs en conflit. Et par exemple, les éleveurs et les agriculteurs. Donc, et puis on met tous les acteurs, y compris les représentants de l'État comme les préfectures et autres, et les communautés, les victimes et ceux qui sont supposés être agresseurs là. On les met ensemble pour discuter et voir, définir des règles qui vont permettre la paix. Voilà. D'accord. Vous êtes sur Radio Dina dans votre émission consacrée aux droits humains. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Gbati Kankoumpu. Elle est l'assistante du réseau Paix Sécurité pour des femmes dans l'espace CEDEAO. Également avec nous, Yawa Gameti, elle est la directrice de l'ONG FIADI, Femmes, Initiative et Action pour un développement intégral. Alors, on revient maintenant à la question des violations des droits humains, des violences et des violations des droits humains. Alors, Yawa, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la lutte contre les violences au Togo? Oui, la lutte contre les violences au Togo, il y a, quand nous parlons du Togo d'une manière générale, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises par l'État. Et il existe des textes, et par exemple, pour punir ou faire cesser ces différentes catégories de violences-là. D'abord, on peut dire que ces violences sont de beaucoup de catégories, il y en a plusieurs sortes, mais en tout cas, l'État essaie de prendre des mesures. On peut citer par exemple pour la femme, on peut citer le code des personnes et de la famille qui a été revu. Oui, il y a le code de l'enfant. Il y a des protocoles auxquels l'État a ratifié et pour tout un arsenal pour pouvoir avancer dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, quand on dit violence, quelles sont ces formes-là qu'on retrouve souvent? Ces formes de violence qu'on retrouve souvent dans nos communautés? Les violences, elles sont nombreuses. Les formes de violence, elles sont nombreuses. Il y a la violence physique, il y a la violence morale, psychologique, économique, par exemple, sur nous citons les femmes. Quand on parle de violence physique, est-ce qu'on fait référence à quoi? Quand on parle de la violence physique, on fait référence au coup. D'accord. Oui, au châtiment corporel. Corporel. Et vous avez parlé de violence économique. De quoi s'agit-il?
Je donne un exemple. Par exemple, si on voit dans un foyer, il y a certains hommes qui n'aiment pas aider leur femme à s'épanouir financièrement. La femme se bat pour avoir de l'argent. L'homme est là pour créer des situations à soutirer de l'argent. Ou bien carrément, on punit la femme refusant de lui remettre de l'argent. Oui, il coupe tout simplement le budget alimentaire. Et c'est la femme qui doit s'occuper de tout. Donc, financièrement, elle ne s'épanouit pas. Elle n'est pas autonome. Elle n'arrive pas à évoluer. D'accord. En rapport avec ces formes de violence, madame? Oui, il y en a aussi la violence économique qui maintiennent les femmes dans une position de telle manière. Oui, voilà, forcément en bas. Quand on sait que son affaire là, si elle tourne et puis elle ne peut pas émerger, ça ne gêne pas. Mais certains hommes, beaucoup d'hommes n'aiment pas voir les femmes beaucoup financièrement plus puissantes ou économiquement plus puissantes. Et du coup, plus fortes. Voilà. Et du coup, ils font tout pour contrecarrer, pour empêcher la femme d'évoluer. Et est-ce que vous avez d'autres formes de violence? Elle a parlé de violence psychologique, mentale. De quoi s'agit-il réellement? Mais la violence psychologique ou mentale, c'est insidieux. Et c'est tout ce qu'on fait pour que la personne, quand on voit tout de suite la personne dit qu'elle est violentée, et c'est comme il n'y a pas de preuve tout de suite. La personne souffre et c'est ça plutôt qui tue à petit feu et très rapidement. La personne crée des situations que l'extérieur ne peut pas apprécier tout de suite. Quand c'est par coup, vous pouvez voir des traces de coups. Vous pouvez voir les bleus et tout ça là. Plaies, tout. Mais quand c'est psychologique, on te tape moralement et tu ne peux pas en parler. Quand tu en parles, on va te dire que tu mens. Voilà. Donc ce sont ces cas que vous retrouvez souvent dans vos différentes actions de sensibilisation ou bien dans la lutte que vous menez. Oui. Du côté des enfants, quelles sont ces violences qui reviennent souvent? Il y a beaucoup de violences. Il y a des formes d'exploitation des enfants. Il y a des viols. Il y a des violences physiques également. Les exploitations sont de différentes formes. Et ça peut être une exploitation à but économique, ça peut être l'exploitation sexuelle également, ça peut être des trafics, etc. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez constaté qu'en rapport avec ces violences basées sur le genre, ces violences faites aux enfants, est-ce qu'il y a de l'évolution ou bien... je parle de la lutte, est-ce que ça évolue, les chiffres régressent, la situation baisse un peu ou les cas augmentent? Oui, si on veut parler de chiffres, ça peut prêter un peu à confusion parce qu'il y a des cas qui ne sont pas répertoriés. D'accord, vous n'enregistrez pas certains cas? Oui, c'est pas quand on ne dénonce pas, il y a le silence. Il y a le silence. Parfois, les gens subissent des violences parce que par faute de stigmatisation sociale et autres qui cachent ça. Il y a des familles dans lesquelles il y a du viol mais qui ne dénoncent pas. Et donc, tous ces cas ne sont pas répertoriés. Mais aujourd'hui, que les gens connaissent de plus en plus des voies pour signaler les cas, pour relever les cas, et on note beaucoup plus de cas. Et ça donne l'impression qu'il y a une flambée de violence. Et donc, je parle de deux choses. Et également aussi, aujourd'hui, il existe des cadres. Nous, FIADI, nous faisons partie d'au moins 2 cadres de protection des enfants et des femmes. Où dans ces cadres-là, il y a tous les acteurs. Il y a la justice dedans, il y a l'action sociale dedans, il y a la préfecture, il y a les organisations de la société civile, les forces de sécurité. Et donc, quand un cas tombe sur un acteur, et il faut croire que toute la chaîne est disponible pour vous activer le processus. Et puis tout de suite là, ça se résout. Donc on peut dire que les violences là, la lutte, ça évolue, c'est pas négligeable.
Mais ce qu'il faut il y a la machine en branle pour lutter, mais il y a aussi les gens qui de plus en plus dénoncent ces cas-là. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de cas oui, visibles. Oui, de cas visibles. D'accord. Voilà. Et donc, ça dit que la lutte évolue. Les gens comprennent qu'on ne peut pas bafouer très facilement les droits de l'autre. Si. Oui. Parce que, bon, si moi je prends, j'ai tellement travailler au niveau de la région du Nord. D'accord, dans la zone septentrionale. Parce que là-bas, bon, dans des villages reculés, vraiment, si vous voyez les violences que si tous les enfants subissent, vraiment, c'est pas possible. On peut retirer un enfant comme ça de l'école pour amener, par exemple, au Nigeria, d'aller chercher de l'argent pour venir aider la famille. Pour nourrir la famille. Voyez? Donc, avec l'aide ou bien la sensibilisation au niveau du Nord, je prends au moins plan international, qui a fait beaucoup de choses. Vraiment, je vois qu'aujourd'hui, moi, le villageois sait que je dois amener mon enfant à l'école, je dois le protéger. Si quelqu'un le touche, je dois me plaindre et vraiment, on ne peut pas toucher à l'enfant et on doit le conduire dans son éducation et le permettre à s'épanouir. Je vois que bon, vraiment, il y a une compréhension de la situation. Si. On essaie d'adhérer à votre lutte au niveau des citoyens, c'est cela? Oui, même s'il y a un petit bémol. Il y a un petit bémol, mais les consciences sont de plus en plus éveillées. Alors, pour éviter réellement, pour lutter efficacement contre ces violences ou bien ces violations, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire? Il y a des cellules, par exemple, quand je prends il y a des cellules genre dans tous les niveaux du ministère, dans les ministères et par exemple. Moi, je pense qu'au niveau des communes également, il faut avoir de ces cellules genre qui s'occupent beaucoup du genre. Mais il faut intensifier la collaboration de tous les acteurs, intensifier la sensibilisation. Quand je dis sensibilisation, apporter la vraie information aux gens et engager ou encourager la priorisation de la prise en charge des victimes à tous les niveaux, au niveau de la sécurité, au niveau de la justice également, au niveau de la chefferie traditionnelle, les engager dans tout le monde dans cette lutte-là. Et pour engager tous ces acteurs dans cette lutte, il faut que les OSC aussi contribuent. Quel est le rôle que vous jouez en tant qu'acteur de la société civile en matière de protection des droits humains? En tant que société civile, on doit outiller, on doit travailler, on doit sensibiliser les citoyens sur leurs droits. Et on doit aussi dénoncer c'est-à-dire des violations que nous rencontrons dans la société. D'accord. Un apport par rapport au rôle que les acteurs de la société civile doivent jouer en matière de protection des droits humains? Oui, je voudrais, avant de continuer avec le rôle de la société civile, dire que c'est l'État qui est d'abord garant de la protection des droits humains. Et donc, la société civile travaille aux côtés de l'État pour apporter véritablement cette protection-là aux droits humains de chacun, sans jouer forcément les mêmes rôles. Parce que les OSC accompagnent et parfois jouent le rôle de... Nous parlons de contrôle citoyen de l'action publique. Et donc, les OSC doivent jouer un rôle de veille, et un rôle d'apporter l'information aux gens, un rôle de dénonciation, d'accompagner le processus jusqu'au bout, jusqu'à ce que les gens entrent dans leurs droits. Donc, voilà à peu près ce Est-ce que vous pensez que vous jouez réellement ce rôle-là? Je ne fais rien. Pensez-vous que vous jouez réellement ce rôle-là? Oui. De veille, de contrôle, d'accompagnement des victimes et tout? Oui, on le joue. Et quelque part, on a des difficultés. Parce que du moment où on voit quelqu'un, si je prends
par exemple, un enfant qui est maltraité et vous allez, si vous ne faites pas attention, ça va retourner contre vous. Parce que la personne, c'est-à-dire la personne qui violente l'enfant va dire que c'est son enfant et que vous n'avez pas le droit d'intervenir. Ou soit, si vous prenez l'enfant en charge et que vous allez vers des institutions, oui, on vous dit de garder l'enfant pour qu'on cherche une solution. Oui. Dans le temps de garder l'enfant, vous dépensez. C'est pas ça, mais c'est comme c'est un problème aussi. Oui, d'accord. C'est un problème. La prise en aussi. charge des victimes. C'est un problème aussi. Moi, je vois qu'au moins si on mettait des structures d'accueil des personnes violentées, au moins ça pouvait nous aider. Et ça peut aider toute la population. Quand des gens voient des personnes qui sont en situation, on peut facilement dénoncer, puisqu'on sait qu'il y a un mécanisme de prise en charge. Qui peut accompagner ces personnes-là. D'accord. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Oui, je suis d'accord. Je réfléchissais à la question, est-ce que nous jouons vraiment notre rôle? Oui et non. Dans la mesure où oui, parce que nous essayons. Et selon ça demande beaucoup de moyens. Et les moyens des organisations de la société civile sont suffisamment limités. Je disais tantôt que ça a des frais, ça a des coûts. Il y a également, par exemple, quand je prends le cas de viol, vous voulez, il faut constater. Le kit de viol, il faut activer ça quand il y a viol, il faut le kit de viol, la prise en charge sanitaire et tout. Sanitaire. Aujourd'hui, la prise en charge sanitaire aussi a des limites. A des limites. Et les limites, un facteur de limite se trouve aussi dans le coût financier. Et donc, il y a tout ça là qui sont des facteurs qui limitent. Et ça fait que parfois, vous conduisez le processus, mais vous n'atteignez pas le bout. Ça ne va pas jusqu'au bout. C'est un poids. Et quand vous êtes engagé à aller jusqu'au bout, ça veut dire que vous devez vous-même débourser pour accompagner tout le processus. Oui, allez-y. Et donc, je voulais dire que il faut accompagner. Il faut trouver des moyens, l'État, les plaidoyers et tout ça là, pour que au moins la prise en charge soit complète au niveau de quelques cas qu'on est en train d'accompagner ou qui se dénoncent. Donc voilà aussi. Mais je peux ajouter qu'il faut que les défenseurs des droits humains aussi soient protégés. Il y a des cas, je ne peux pas dire faciles, mais il y a des cas complexes. Où vous êtes vous-même en danger. Donc, il faudrait envisager la protection aussi des défenseurs des droits humains. Étant donné que vous êtes en danger, vous n'arrivez plus à jouer votre rôle parce qu'il n'y a pas un système de protection autour. Voilà. Donc, il faudrait revoir ça aussi, selon vous. D'accord. Alors, quand on dit protéger les acteurs de défense des droits humains, protéger les populations, contribuer à la promotion des droits de l'homme et tout ça, vous avez parlé tout à l'heure du fait que c'est le gouvernement, c'est l'État qui est le premier acteur. Si l'État n'enclenche pas, ne décide pas, vous pouvez tout faire, mais ça ne va pas marcher. Alors, quels sont ces engagements que le Togo a eu à prendre en rapport avec la protection des droits de l'homme? Je dirais que il y a des conventions, il y a des textes que le Togo a ratifiés pour pouvoir protéger le citoyen togolais. Madame, un apport? Oui. Les engagements pris par le Togo en rapport avec les droits de l'homme? Oui, et comme elle l'a dit tantôt, le Togo a ratifié à plusieurs conventions et protocoles, mais au niveau interne, à l'intérieur du Togo, le Togo même a élaboré des textes et lois, a pris des lois contre les violences d'une manière générale. Et récemment également, on peut noter les textes qui sont pris au niveau de la protection de la jeune fille en milieu scolaire. Oui, au niveau des grossesses précoces. Voilà. Et tout ça. Et c'est dynamique. Donc, à chaque fois, l'État y travaille afin qu'un pas soit fait de plus. Et là aussi, que je peux dire également que les organisations de la société civile se mettent ensemble parfois pour souffler dans les cas qui
qui ne sont pas encore totalement prises en charge. Et donc, on va dire que le Togo a pris plusieurs engagements. Oui. A ratifié beaucoup de conventions. Nous pouvons citer par exemple la CEDEF et la Convention pour l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes. Il y a la Convention contre la torture. Il y a le différents codes pénals qu'on a aussi touché, revu. Modifié. Je vais citer tantôt le code de l'enfant. Qui est en révision aussi. Oui, pareil. Code de l'enfant. Oui, il y a les conventions contre la torture également, etc. La protection des personnes spécifiques, comme la protection des personnes en situation de handicap par exemple. Est-ce qu'avec tous ces engagements pris par le Togo, vous voyez que le Togo respecte cela en tant qu'acteur de la scène, puisque vous veillez à l'application des tests adoptés par un pays, est-ce que vous pensez que le Togo respecte ses engagements? Et je peux dire oui. Et il y a la volonté de le faire. C'est déjà ça, la prise des textes. Et je peux dire, l'État, c'est qui? L'État, ce n'est pas on rentre dans un bureau comme ça et c'est là-bas seulement l'État. L'État, c'est l'agent de force de sécurité. L'État, c'est l'agent de la justice. L'État, c'est l'agent de la santé. Quand vous y entrez, oui, l'État a mis des tests, mais il y a aussi le problème d'individus. Est-ce que les gens accueillent de la même manière les gens qui viennent se plaindre, facilitent autant? Non. Donc, c'est là que nous jouons notre rôle pour voir est-ce que par rapport à ce qui est écrit, par rapport à l'engagement pris par l'État, est-ce que c'est suffisamment fait? Et voilà. Donc, quand vous demandez est-ce que l'État joue son rôle, mais l'État veut bien. L'État prend des tests, mais nous, on veille à ce que les tests pris et les tests non encore pris soient appliqués. Voilà. Un apport par rapport à cela? Oui, ben, ce que je voulais ajouter, que vraiment, vraiment l'État a la volonté. Du moment où l'État a ratifié beaucoup de conventions et de protocoles, et je vois que l'État a l'envie, mais il reste beaucoup à faire parce que au niveau de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'être lui-même, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, c'est là que je dirais qu'il devait avoir beaucoup de sensibilisation auprès de la communauté, de la société, pour pouvoir vraiment dire que vraiment on est atteint, quoi. Souvent, on dit le Togo est champion dans la ratification des tests de protocole de convention, mais dans l'application, c'est un problème. Est-ce que vous avez fait le même constat? Et que pensez-vous qu'il faudrait faire pour corriger cela? Je disais tantôt que l'État fait beaucoup d'efforts. Quand on dit champion, il faut le premier pas, poser un pas après l'autre. Le premier pas, c'est la ratification des tests. Au moins la ratification des tests, et nous avons cette ratification des tests. Mais maintenant, l'État doit faire l'effort. Et nous sommes en train, nous, surtout organisation de la société civile, nous sommes en train de l'aider à mieux faire ce qu'il s'est engagé à faire. Et quand on dit application zéro, c'est pas vraiment ça. Il faut que, vous savez, il faut qu'on renforce également les compétences. Et quand on dit renforcer les compétences, les capacités, c'est pas seulement enfermer les gens dans une salle pour leur donner, il faut faire ceci. Non, il faut appliquer les sanctions liées aussi. Il faut souvent aussi, quand la justice aussi ne joue pas son rôle, il faut savoir appliquer la sanction aussi au niveau de ses prestataires de droit également. Quand les autorités, les forces de sécurité aussi ne respectent pas suffisamment ce que l'État a dit de faire, il faut aussi qu'on pince un peu les oreilles. Il faut aussi que la société civile sache. Tout le monde s'engage pour dire on lutte, c'est bon. Il faut que tout le monde le fasse pour que ça porte, mais il faut savoir connaître les procédures, savoir quand je fais ceci, parce que parfois quand on ne sait pas le faire là, c'est que nous aussi on est en train de poser d'autres problèmes. Donc il faut que chacun s'engage et le fasse dans le règle de l'art. Quand vous parlez de savoir par où passer quand il y a un problème, il s'agit de mécanismes dont dispose par exemple le Togo au plan national et international. Quels sont ces mécanismes-là qui existent aujourd'hui quand on prend le plan national? Le plan national, bon.
On peut saisir la justice si on est violenté. Il y a aussi des organisations de défense des droits de l'homme qu'on doit saisir aussi pour l'accompagnement. Madame, le mécanisme au plan national? Oui, au plan national, comme elle vient de le dire. Elle a parlé de la justice. Oui, il y a les commissions. Par exemple, je peux citer la CNDH qui est là. Il y a, à la base, il y a les tribunaux. Il y a la CNDH, mais aussi il y a un truc qu'on ne connaît pas beaucoup. Il y a la médiation. Oui. Il y a la médiation au niveau du taux qu'on peut saisir. Ça dépend du niveau de violation. La médiation qui est gérée par Madame Awanana. Awanana. Oui. Ouais. Et donc, on peut saisir tous ces niveaux-là pour que le droit soit appliqué au Togo, au niveau national en tout cas. Et quand une personne, par exemple, est victime, on va prendre un cas, est victime de violence domestique, comment on entame le processus de saisine ou bien de plainte? Qu'est-ce que cette personne doit faire en premier? D'abord, il faut que la personne elle-même ou la famille immédiate aille vers une instance qui est capable de l'écouter et de le faire. Donc, la personne peut aller dans une organisation de la société civile qui s'est engagée dans le processus. Et il y a des limites également pour ce que ces organisations-là peuvent faire. Il y a des catégories. Maintenant, ça dépend de la violence, de la violence. Quand ça nécessite seulement d'aller au niveau de la police ou la gendarmerie, donc quand la personne arrive là-bas, il y a l'écoute, il y a un certain nombre de vous enregistrez, vous faites. Maintenant, ça dépend et vous pouvez diriger la personne au niveau... Vers les forces de l'ordre vers les forces de l'ordre ou les agents de justice. De justice, ou carrément vous faites appel. Il y a aussi des centres d'écoute, il y a l'action sociale, mais je veux spécifiquement parler du cas de viol, par exemple, et si nous voulons, il y a le problème de preuves. De preuves qui peuvent être détruites. Quand c'est un cas de viol, par exemple, il faut faire vite pour que si on amène la victime à l'hôpital, que l'hôpital puisse constater les traces de viol effectifs. Et sinon, si on attend 3 semaines, 1 mois avant d'aller se plaindre, ça devient flou et vous avez beau suivre tout le processus, ça pourrait ne pas être... pourrait ne pas aboutir. Parce que l'agresseur aussi lutte pour que son plan de protection à son niveau. Alors, par rapport à ces mécanismes, vous avez cité le plan national, au plan régional et international, quels sont les mécanismes et les types de mécanismes dont on dispose pour pouvoir saisir les institutions au plan régional et international? Au plan régional, je peux citer la Cour de justice de la CEDEAO, qu'on peut saisir aussi. Madame? Oui, il y a au-delà de la Cour de justice de la CEDEAO. De la CEDEAO également, il y a des institutions collées à toute organisation régionale et par exemple, l'Union africaine également. On peut conduire l'affaire au niveau des cours rattachés à l'Union africaine. Ça, c'est au plan continental. Mais à l'international, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des mécanismes? Oui, il y a des procédures spéciales. Il y a des experts et qu'on commet. Bon, c'est pas dans tous les pays du monde, mais il y a des experts qui sont là également, pas thématiques. Quand on prend par exemple la lutte contre la torture, à l'international, au niveau des Nations Unies, à l'OMCT, l'organe qui lutte contre la torture et tout, et donc on peut saisir très facilement, même les États présentent leur rapport en rapport avec cela. Absolument. Oui, il y a des rapports que l'État produit. Mais il y a des rapports alternatifs aussi la société civile aussi présente. Donc, il y a plusieurs mécanismes, on va dire, qu'on peut saisir quand on est dans une situation de violation de droit. Oui, on peut saisir. Le mieux, quand même, c'est de saisir
les mécanismes au niveau national d'abord, avant d'arriver au niveau international. Alors, quand on parle de procédure de saisine de ces mécanismes qu'on vient de citer tout à l'heure, quand et qui et comment on peut le faire? Quand d'abord? Quand et qui peut le faire? Quand, c'est quand on est violenté. Et qui, c'est la victime. La victime. Toute personne? Oui. Ou c'est seulement les acteurs de droits de l'enfant, de droits humains qui peuvent le faire? Non, c'est tout citoyen? Oui. D'accord. Oui. Donc, quand on est violenté, ou bien quand on sent que nos droits ne sont pas respectés? Quand on sent que nos droits ne sont pas respectés, on est dans l'obligation de se diriger vers des institutions de défense de droits. D'accord. Madame, vous voulez faire un apport? Oui, donc ça dépend des niveaux. Il y a toute personne qui se sent violentée, il y a l'approche, la famille aussi. Il y a aussi même toute personne qui est au courant aussi de la situation. De la situation aussi peut aller peut saisir. Seulement, je voulais ajouter également que nous parlons d'individus, mais les États aussi peuvent saisir les organes au niveau international dans leur au niveau des institutions, par exemple de l'Union africaine, de la CEDEAO, par exemple, un État peut saisir si l'autre viole son territoire. Voilà. Alors, donc ça veut dire que l'individu, le citoyen lui-même peut saisir. Oui. Il y a un mécanisme de saisine. Le citoyen peut suivre cette procédure-là pour pouvoir rentrer dans ses droits. Les organisations de la société civile aussi peuvent le faire, ainsi que l'État. Oui. C'est cela. Oui. Maintenant, à quel moment et pourquoi on doit le faire? À quel moment? Elle disait tout à l'heure, elle a répondu que au moment où on se sent brimé dans ses droits. Il y a violation de droits ou bien violence. C'est à ce moment-là. Mais j'ajoutais tout à l'heure que il y a des délais. Par exemple, quand je parlais du viol... C'est pourquoi elle a dit comment on fait cela? Comment on peut le faire? Parlant de délai. Parlant de délai, je disais que le mieux, en ces cas-là, le mieux, par exemple, en cas de viol, c'est 48 heures, 72 heures. Puisqu'il faut faire le kit. Il faut faire le kit. Il faut avoir les preuves. Il faut faire le kit. Mais il faut faire attention, quand on fait la saisine, on ne le fait pas dans l'anonymat. Il faut respecter un certain nombre de conditions pour que ce soit recevable. Il faut s'identifier, dire que moi, j'ai constaté ceci, voici. Voilà, contre tel. Voilà. Avec les preuves à l'appui. Avec les preuves sont nécessaires pour que la justice, pour rendre justice, il faut absolument des preuves et il faut les sécuriser. Et pourquoi il est important de saisir ces mécanismes? Il est important d'essayer ces mécanismes parce que nous voyons que ce sont ces mécanismes qui sont spécialisés dans la protection des droits humains. Donc, on doit les saisir quand il y a un problème, madame? Oui, il faut faire la saisine pour faire appliquer le droit. D'accord. Donc, la finalité de la saisine de ces procédures, c'est l'application des droits. Oui, pour entrer dans la justice, c'est-à-dire, pour faire appliquer les droits. Quand le droit est violé, il faut appliquer le droit. Il faut appliquer le droit. Un autre aspect par rapport à la finalité de la saisine des procédures? Oui, ben moi je vois que on saisit... on doit faire la saisine au moins pour mettre l'égalité entre des personnes. Parce que du moment où une personne est violentée et que la personne n'a pas pu trouver, comment l'appelle-t-on, le recours, la personne se sent frustrée. Des fois même, elle peut mourir. Parce que elle va, je ne sais pas comment m'expliquer. On en souffre jusqu'à la fin. Oui, on en souffre parce que c'est comme
C'est comme c'est sa dignité qui est bafouée. Quand on parle par exemple de torture, c'est sa dignité qui est bafouée. Oui, ça permet de construire un monde plus juste et plus équitable. Mais ça permet d'anticiper aussi, de lutter parfois contre, de prévenir l'extrémisme violent et puis le terrorisme. Et de protéger aussi les personnes vulnérables et marginalisées. Absolument. Pour dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas marginalisé ou vulnérable que vous devez bafouer les droits des autres. Au moins les autres ont des mécanismes, ont des dispositions. Il y a des systèmes qui sont là pour les protéger. Oui. D'accord. Alors, quels sont les défis à venir, les perspectives, les activités à venir pour ce projet que mène le groupe de réflexion et d'action femmes, démocratie et développement en rapport avec les droits humains en général, madame? Ok, les perspectives à venir, on doit continuer et les émissions radiophoniques et télévisées, la sensibilisation en masse. Madame? Oui, nous devons continuer la sensibilisation de masse et afin que l'information puisse atteindre toutes les couches de la population et aller aussi, comme je le disais tantôt, en milieu rural. Et afin que les violences là puissent pas diminuer, mais zéro violence finalement. Qu'il n'y ait plus de violence et de violation des droits humains. D'accord. Alors, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je dirais vraiment le droit. Nous tous, nous avons des droits, mais c'est à nous tous de militer pour les protéger, parce que la liberté de tout un chacun, c'est-à-dire commence là où commence le devoir de quelqu'un. Parce que je ne peux pas dire que parce que moi je suis forte ou bien j'ai le pouvoir, je dois piétiner quelqu'un qui n'est pas quelqu'un que je vois inférieur sur moi. Non. Il faut que nous valorisons les droits humains pour qu'il y ait l'égalité entre la société et là je vois que nous pourrions promouvoir la paix dans notre pays et pourquoi pas dans la sous-région. Madame, votre mot de la fin? Oui, chaque acteur a un rôle spécifique à jouer. Je me dis que si chacun joue sa partition, on aura un monde plus équitable et plus juste. Et je voudrais profiter pour remercier le GFDD et l'ambassade des États-Unis aussi qui a apporté le financement. Je voudrais également remercier la radio et l'animatrice qui nous c'est un plaisir. Voilà, et exhorter chacun à faire en sorte, et surtout les victimes, à ne pas hésiter à approcher les organisations de la société civile qui sont engagées à lutter pour les droits et à encourager l'État également dans tout ce qui est le mécanisme qu'il a mis en place. Merci beaucoup. Oui. À cet effet, on ne va pas oublier aussi la coalition togolaise des droits humains. La coalition togolaise des droits humains. Oui. Donc il y a le JF2D, la coalition togolaise des droits humains, l'ambassade des États-Unis et puis on va dire toutes les organisations qui prennent part à ce projet. Merci beaucoup à vous Yawa Gamenti d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'ONG FIADI, Femmes, Initiatives et Actions pour un développement intégral. Également, vous étiez avec nous Kankupo Bati, vous êtes l'assistante au réseau Paix et Sécurité, on va dire pour la femme dans l'espace CEDEAO. C'est cela. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et contribuez à la réalisation des droits humains. Bye bye.